Bonjour à chacun, bienvenue pour cette deuxième édition de Ma thèse avec le DiploWeb en 7 minutes, un concours qui a été inventé, voici 5 ans, pour soutenir la recherche géopolitique et stratégique. Aujourd'hui, dans le cadre de la Fabrique Défense, nous avons cette deuxième édition avec 4 candidats, Paco Millet, Maude Bénichou du Nil de Bénazet, Samir Hamdani et Laetitia Areno, qui vont en 7 minutes présenter un angle de leur recherche. Les uns sont déjà docteurs, les autres sont doctorants, et M. Ivan Sand, candidat pour l'honneur, est candidat pour l'honneur parce qu'il est depuis longtemps en relation avec le DiploWeb, et ce serait en quelque sorte un conflit d'intérêts que de le mettre en concurrence avec d'autres. Mais comme il est très sport, il a accepté de venir pour l'honneur. Voilà le sens de l'expression. Nous allons commencer de suite, après avoir présenté le jury. Nous avons un jury qui est composé de personnalités éminentes. Monsieur Hervé Terry, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur spécialiste du Brésil, comme chacun sait. Monsieur Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF, ma modeste personne, pour ce qui est du DiploWeb. Et puis des lecteurs experts. Nous avons monsieur Richard Coffre, qui est celui qui a fait l'affiche, voici quelques mois déjà, pour lever ses candidatures, et 2 lectrices du DiploWeb, et actrices du DiploWeb aussi, Marie-Caroline Régnier, et Anna Monti. Et puis, tout autour, un autre staff avec Pierrette Roux aux photos, Jérémy Roch à la vidéo. Ces présentations faites, je lance officiellement cette deuxième édition avec le premier candidat qui peut s'avancer, M. Paco Millet. Paco Millet a rédigé une thèse sur l'Indo-Pacifique français, construction régionale, stratégie nationale, déclinaison locale, 2013-2020, une thèse en co-tutelle entre l'Université de Polynésie française et l'Institut catholique de Paris. Sa thèse a été soutenue le 17 décembre 2021. Il a donc le titre de docteur. La présentation qu'il va faire aujourd'hui pour le concours MTD7 est la stratégie Indo-Pacifique française. Monsieur Coffre mettra le chrono. Merci de l'accueillir avec des applaudissements. Merci, Monsieur Verluise. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, le 2 mai 2018, en Australie, Emmanuel Macron officialise une nouvelle stratégie géopolitique, l'Indo-Pacifique. Depuis cette date, le président et les différentes autorités françaises concernées font systématiquement référence à ce concept lorsqu'elles s'expriment sur des questions relatives à la géopolitique de l'Asie, du Pacifique océanien et de l'océan Indien. De quoi s'agit-il ? L'Indo-Pacifique est un espace géographique, maritime, terrestre, englobant les océans Indien et Pacifique et s'étendant à l'ensemble des pays riverains, de l'Afrique orientale au continent américain. Une région immense donc. Mais l'Indo-Pacifique est aussi et surtout une construction stratégique qui vise à contenir le développement de la République populaire de Chine dans cette région. La sémantique indo-pacifique n'est d'ailleurs pas une invention française. Elle est développée dans sa version moderne depuis 2007 par divers gouvernements. Japon, Inde, Australie et surtout États-Unis d'Amérique. La promotion répétée de ce concept stratégique démontre que le concept s'inscrit dans le temps long et nécessite que les chercheurs et universitaires s'y intéressent. Voilà l'objectif que je me suis fixé en développant un projet de thèse universitaire, exposer quels sont les enjeux politiques derrière cette nomenclature stratégique. Sujet éminemment d'actualité, mon propos aujourd'hui vise à vous démontrer
que l'importance de la stratégie Indo-Pacifique pour la France à l'aune de cette nouvelle année 2022. Pour cela, j'ai sélectionné 3 événements de l'année 2021 à différentes échelles d'analyse, internationale, nationale et locale, qui mettent en exergue la prépondérance de ce concept. D'abord, à l'échelle internationale, l'Indo-Pacifique comme épicentre des tensions géopolitiques au XXIe siècle. Le 15 septembre 2021, un partenariat tripartite entre l'Australie, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, baptisé AUKUS, est annoncé par les 3 chefs de gouvernement des pays concernés. Cet accord stratégique, cette alliance, vise à institutionnaliser une coopération industrielle, technologique, militaire et prévoit l'acquisition par l'Australie de 8 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, explicitement dirigés contre le développement de la Chine en Indo-Pacifique. Ce nouveau schéma stratégique AUKUS laisse entrevoir une possible course à l'armement dans la région. Cet accord démontre que la rivalité sino-américaine polarise et structure les rapports de force entre les nations en Indo-Pacifique. Ensuite, à l'échelle nationale française, l'une des conséquences de cet accord AUKUS a été la rupture de l'accord stratégique franco-australien prévoyant l'acquisition par l'Australie, cette fois-ci de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle auprès du groupe français Naval Group. Un accord industriel très important, estimé à plus de 50 milliards d'euros. Ce coup de Trafalgar anglo-saxon est évidemment un camouflet pour la diplomatie française et pour son narratif indo-pacifique. En effet, les autorités françaises envisageaient la France comme une puissance de l'Indo-Pacifique, notamment à travers l'existence de partenariats importants dans la région. L'alliance avec le partenaire américain était parfaitement assumée par les autorités françaises et depuis 2018, le Quai d'Orsay n'avait cessé de faire la promotion d'un nouvel axe stratégique Paris-New Delhi-Canberra. La manière dont a été annoncé ce partenariat le même jour que la publication d'une stratégie indo-pacifique de l'Union européenne et sans concertation préalable du partenaire français témoigne évidemment d'une surprise stratégique côté français. Enfin, à l'échelle locale, l'année 2021 a été riche en événements dans les différentes collectivités françaises de l'Indo-Pacifique. Dans le Pacifique océanien, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie. Dans l'océan Indien, la Réunion, Mayotte et les îles Éparses. Chaque territoire est le théâtre de problématiques locales, spécifiques, souvent sans corrélation d'une collectivité à l'autre. C'est particulièrement le cas en Nouvelle-Calédonie, où le processus référendaire initié lors des accords de Nouméa en 1998 est arrivé à son terme, mais cristallise encore toutes les tensions. À la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Les citoyens calédoniens ont répondu majoritairement non 3 fois en 3 ans. Néanmoins, lors du dernier référendum qui a eu lieu il y a quelques semaines, le 12 décembre 2021, les principaux partis indépendantistes avaient appelé leurs électeurs à ne pas se déplacer. Les résultats, 97% de non, sont donc fragilisés par une abstention record. La France devra forcément s'adapter à l'évolution institutionnelle de la collectivité néo-calédonienne, car cette collectivité est la plus centrale de l'Indo-Pacifique et surtout la plus riche en matières premières. En conclusion, en développant une stratégie indo-pacifique française, le président de la République adapte la politique étrangère de la France aux évolutions des relations internationales contemporaines. Mais cette stratégie permet également au président de la République de formaliser l'ambition multimodale de la France dans la région, car c'est avant tout l'exercice de la souveraineté française dans les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique qui fait la spécificité et la légitimité de la France dans cette région. 93% des 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive se trouvent en Indo-Pacifique, 93%. 1,7 million de citoyens français résident dans les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique. 7000 militaires y stationnent en permanence. Finalement, la promotion d'une stratégie indo-pacifique française démontre que les collectivités d'outre-mer et plus spécifiquement les collectivités françaises de l'Indo-Pacifique
vont exercer une composante importante des relations internationales françaises au XXIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Paco Millet, pour cette présentation et cette prestation. Voici la deuxième personne qui se présente devant vous. Elle peut s'avancer. C'est Madame Maude Bénichou d'Unil de Bénazet. Sa thèse porte sur modélisation hybride de réseaux dans un champ criminel, contribution des sciences sociales et d'outils logiciels au renseignement criminel, une thèse qui est à l'Université de Bordeaux. Vous êtes doctorante depuis juin 2019. Le titre de votre présentation aujourd'hui est « Inverser le regard institutionnel sur la criminalité organisée ». Et vous aussi, vous aurez 7 minutes. Je vous invite à vous mettre ici, à ne pas trop circuler, à bien garder votre micro sous le menton. Merci. Des applaudissements. Il est d'une importance extrême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi, disait Sun Tzu. La guerre dont nous allons parler, c'est celle qui oppose trafiquants et forces de l'ordre. En matière de criminalité, les institutions ont établi les règles du jeu. Ce sont les lois. Par définition, les criminels refusent de s'y plier et établissent de nouvelles règles. Ce sont ces règles que nous étudions. Il s'agit d'inverser le regard institutionnel sur la criminalité organisée afin de développer la meilleure stratégie pour la vaincre. La question que nous posons ici est la suivante. De quel membre d'un réseau criminel faut-il entraver les activités pour perturber efficacement le fonctionnement de l'organisation? Nous allons y répondre en 3 temps. Premièrement, en nous appuyant sur la théorie des champs sociaux de Pierre Bourdieu, éminent sociologue du XXe siècle. Deuxièmement, en déterminant la structure sociale de l'organisation criminelle. Et troisièmement, en identifiant les membres les plus stratégiques. Dans sa théorie, Pierre Bourdieu définit les champs sociaux comme des sphères de l'espace social, c'est-à-dire des sous-groupes dotés de règles sociales, implicites et explicites, dans lesquelles évoluent des acteurs. Pour bien comprendre, faisons l'analogie suivante. Un champ social est comparable à un jeu de société. Les acteurs, assimilables aux joueurs. De la même manière que dans un jeu de société, les joueurs vont échanger des cartes, plus ou moins bonnes, selon les règles du jeu, dans un champ social, les acteurs vont échanger des capitaux sociaux, plus ou moins valorisants, selon les règles sociales spécifiques au champ dans lequel ils évoluent. Ces capitaux sociaux se déclinent en 3 types de ressources. Les ressources relationnelles, qui nous connaissons, notre réseau. Les ressources économiques, ce que nous possédons en termes de revenus, de patrimoine. Et les ressources culturelles, ce que nous savons faire, ce que nous savons être. En fonction du jeu auquel nous jouons, l'as peut être plus ou moins avantageux. De même, en fonction du champ social dans lequel nous évoluons, ces capitaux sociaux peuvent être plus ou moins valorisants. Par exemple, si je souhaite évoluer dans le champ social universitaire, un fort capital culturel va m'y aider. Si je souhaite plutôt évoluer dans le champ social des investissements boursiers, un fort capital économique, plus qu'un fort capital culturel, va m'avantager. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau criminel est un champ social spécifique. C'est de ce champ dont nous voulons maîtriser les règles, identifier les meilleurs joueurs et les meilleures cartes. Dans un premier temps, nous devons déjà comprendre à quel jeu joue notre adversaire, le réseau criminel étudié. S'agit-il d'un réseau comme structure ou comme acteur? Un réseau structure se définit par son existence pratique. Ses membres s'y associent dans un but de profit uniquement. Les liens entre eux sont faibles. Un réseau acteur est une forme d'action collective et coordonnée. Ses membres vont partager une vision, une idéologie, un sentiment d'appartenance. Les liens entre eux sont forts. Il faut ensuite creuser un petit peu plus pour entrevoir la stratégie de l'adversaire.
nous allons nous pencher sur la structure globale du réseau. Est-il centralisé, hiérarchisé, en forme d'arbre, puis sur sa structure interne? Est-il dense, fragmenté, uni ou divisé en sous-groupes? Les mesures structurelles, telles que la connectivité, la densité, le niveau de cohésion, vont permettre de répondre à ces questions. Après avoir identifié à quel jeu nous jouons, nous allons chercher à identifier les meilleurs joueurs, les plus stratégiques, et surtout ceux que nous pouvons atteindre. Lors d'une partie d'échecs, nous voudrions tous abattre la dame de l'adversaire pour le déstabiliser, mais elle nous est souvent inaccessible de prime abord. Nous préférons alors viser d'autres pièces, certes moins stratégiques, mais plus vulnérables, plus accessibles, telles que les fous ou les cavaliers. Lors d'une enquête sur un réseau criminel, c'est la même logique. Nous devons trouver les acteurs clés et accessibles. Pour cela, nous analysons les positions relatives de ces acteurs, les uns par rapport aux autres, dans le réseau. Nous voulons comprendre qui détient du pouvoir, de la capacité d'action, qui maîtrise l'information et dans quelle mesure. Les mesures de centralité sont un puissant outil pour le déterminer. 2 d'entre elles sont particulièrement informatives. La centralité de degré, qui mesure pour un acteur le nombre de connexions directes qu'il a avec les autres membres du réseau, et la centralité dite d'intermédiarité, qui mesure, pour un acteur donné, à quel point il est un intermédiaire nécessaire entre d'autres membres du réseau. La centralité de degré est un indicateur de contrôle, d'activité, mais aussi de vulnérabilité. Par exemple, si je suis en contact direct avec tous les membres d'un réseau criminel, je sais ce qui s'y passe. Cela me donne une forme de contrôle. J'y suis aussi très active. Mais cela va me rendre visible par les forces de l'ordre, car je vais laisser beaucoup de traces, apparaître régulièrement dans les filatures, les écoutes téléphoniques. La centralité d'intermédiarité, elle, est un indicateur de pouvoir et d'importance. Si à chaque fois que 2 membres d'un réseau veulent communiquer, échanger des marchandises, planifier une action, ils doivent passer par moi, c'est moi qui ai le pouvoir de décider ce que je laisse passer ou pas. Et cela montre une grande importance stratégique pour le fonctionnement du réseau. En combinant pour chaque acteur ces mesures de centralité, nous sommes capables d'identifier les fous et les cavaliers de l'adversaire. Enfin, les techniques et méthodes d'enquête et de renseignement permettent de déterminer quels capitaux sociaux sont détenus et échangés par ces acteurs, c'est-à-dire quelles cartes ils détiennent. Et c'est là que nous pouvons les mettre hors jeu. Pour conclure, si nous voulons gagner la partie, nous devons comprendre le jeu et ses règles, identifier les meilleurs joueurs et les meilleures cartes, modéliser la stratégie de l'ennemi pour l'attaquer dans ses points clés. C'est en s'adaptant en permanence aux stratégies des joueurs que nous pourrons les déstabiliser et réimposer nos règles du jeu. Merci. Comme vous le voyez, le propos est de grande qualité. Nous allons poursuivre avec un 3e candidat qui peut s'avancer, M. Sami Ramdani. Il fait une thèse intitulée « Analyse géopolitique du projet de gazoduc Nord Stream 2 » à l'université Paris 8. Il est doctorant depuis septembre 2018. Et son propos aujourd'hui s'intitule « Analyse géolégale du projet Nord Stream 2 ». Monsieur, vous avez la parole dès que je suis hors de l'écran. Bonjour à toutes et tous. Si j'avais été journaliste, j'aurais intitulé ce que j'écris « Nord Stream 2, de l'eau dans le gaz ». Mais comme je suis chercheur, j'ai opté pour un titre beaucoup plus ennuyeux qui est « Analyse géolégale du projet Nord Stream 2 ». Contrairement aux apparences, ce qu'implique une analyse géolégale est encore plus passionnant que ce qu'on trouve généralement écrit dans la presse sur ce sujet. En effet, il s'agit d'aller au-delà d'une analyse de la stratégie gazière russe et de se poser la question suivante. Comment les principaux opposants au Nord Stream 2 développent-ils des stratégies juridiques, législatives, au service de leur action géopolitique? Pourquoi ce choix? Parce qu'on lit toujours la même chose sur la stratégie gazière russe et que je n'ai pas envie de produire un énième document qui expliquerait que les Russes ont tout intérêt à contourner le territoire ukrainien pour se connecter directement à l'Allemagne via la mer Baltique, car 1. Les Russes ne considèrent pas les Ukrainiens comme des partenaires fiables,
2. Les Russes désirent affaiblir économiquement l'Ukraine. 3. Ce projet correspond au déplacement des zones de production gazière russe de la région centrale vers la péninsule de Yamal, tout au nord. Pour ce qui est des réactions des opposants, elles sont beaucoup moins étudiées dans le détail, alors qu'elles induisent des évolutions majeures pour le système énergétique européen. Mon propos se centrera donc autour de la description des stratégies des 4 principaux opposants au projet, que sont la Commission européenne, l'État polonais, l'État ukrainien et les législateurs américains, parfois appuyés par l'exécutif. La Commission. Confrontée à la perspective d'un renforcement de la position de Gazprom sur le marché européen incarné par Nord Stream 2, la Commission a proposé un amendement de la directive gaz qui fut adopté en mai 2019. Cet amendement, il étend les normes européennes aux gazoducs en provenance de pays tiers. Selon ces normes, Gazprom, en tant que producteur, ne pourrait pas contrôler Nord Stream 2 en tant qu'infrastructure de transport, qui devrait donc être opérée indépendamment. Toujours selon ces normes, tous les producteurs qui le souhaiteraient devraient pouvoir avoir accès aux capacités du gazoduc. Cela contraindrait l'État russe à remettre en cause le monopole aux exportations de Gazprom, ce qu'il est réticent à faire afin de préserver la puissance de l'entreprise. Toutes ces dispositions européennes, elles visent à empêcher qu'un seul et même acteur ne prenne le contrôle de toute la chaîne de valeur et puisse ainsi fixer les prix. En conditionnant les exportations de Gazprom par le Nord Stream 2 à l'assimilation des normes européennes, la Commission ne se contente plus de pratiquer une expansion normative par l'incitation, elle pratique une expansion normative par la contrainte, sans pour autant l'imposer par la force, car la Commission se refuse à l'extraterritorialité. L'État polonais. L'application des normes européennes au Nord Stream 2 permet à l'État polonais de s'engager dans le processus institutionnel de définition du régime d'opération du gazoduc. En s'engageant dans ce processus, l'État polonais espère obtenir la limitation de l'usage du Nord Stream 2, au titre de la solidarité énergétique, un principe inscrit dans les traités européens. Pourquoi l'État polonais désire-t-il limiter l'usage du Nord Stream 2 ? Premièrement, pour conserver les revenus du transit qu'il perçoit actuellement. Deuxièmement, parce qu'il a entrepris la construction d'infrastructures de diversification de ses approvisionnements massives et que pour les rentabiliser, son entreprise d'État PGNiG doit pouvoir exporter vers les marchés d'Europe centrale et orientale les mêmes qui sont ciblés par Nord Stream 2. L'État ukrainien. L'expansion normative européenne par l'incitation s'est notamment faite à destination de l'Ukraine. Ce pays a assimilé les normes européennes de bonne volonté et le fait valoir aujourd'hui comme un avantage en comparaison aux gazoducs russes de la Baltique. Par l'assimilation des normes européennes, l'État ukrainien espère en retour que les partenaires européens feront tout pour maintenir le transit du gaz russe via son réseau. L'intégration de ce réseau ukrainien au système énergétique européen offre des opportunités extrêmement intéressantes. Par exemple, les importantes infrastructures de stockage ukrainiennes permettraient d'accumuler du gaz naturel liquide bon marché en été pour l'écouler lors des périodes de forte demande hivernale, atténuant ainsi les coûts pour les consommateurs européens. Enfin, nous ne pouvons pas parler du Nord Stream 2 sans évoquer les États-Unis, venus jouer les trublions dans ce dossier. Depuis 2017, le projet vit sous la menace de sanctions extraterritoriales américaines. Certaines de ces sanctions ont paralysé le chantier tout au long de 2020. Pourquoi une telle extrémité législative aux États-Unis ? Il s'agit d'un mélange de facteurs économiques et politiques locaux. L'industrie américaine est en surproduction. Il est donc impératif pour elle de sécuriser des débouchés à l'exportation. La Chine est le principal marché ciblé par l'industrie américaine. Cependant, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'Union européenne devient un marché à conquérir pour les industriels américains afin de s'assurer des débouchés, même en cas de fermeture temporaire du marché chinois, comme ce fut le cas lors de la guerre commerciale initiée par l'administration Trump. Dans ce contexte, sanctionner le Nord Stream 2 permet de favoriser la pénétration du gaz naturel liquide américain sur le marché européen. Parallèlement au développement de l'industrie gazière américaine, nous avons constaté une intensification de la relation entre les élus républicains et l'industrie des hydrocarbures. Cette relation, elle se constate au Congrès
et elle trouve sa consécration dans l'élection de Donald Trump, qui a fortement agi en faveur des industriels. À cela s'ajoute la concorde bipartisane sur la politique de sanctions à l'égard de la Russie, qui résulte des élections de 2016, que les démocrates estiment avoir perdues en raison d'interférences russes. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un gazoduc, ce n'est pas qu'une infrastructure qui permet de faire transiter du gaz. C'est également une infrastructure qui permet de faire transiter de la norme. Ça, la Commission l'a bien compris. Elle pratique une stratégie d'expansion normative passant parfois par la collaboration, comme avec l'Ukraine, parfois par la confrontation, comme avec la Russie. Si le Nord Stream 2 est mis en service, mais que pour cela, l'État russe accepte de remettre en cause le monopole aux exportations de Gazprom, à mes yeux, les Européens seront loin d'avoir perdu la partie. Merci. Nous allons maintenant écouter la quatrième candidate qui peut s'avancer, Madame Laetitia Areno. Sa thèse s'intitule « Le droit pénal européen face à l'extraterritorialité de la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act, FCPA ». Elle est inscrite à l'université Paris-Panthéon-Assas, doctorante depuis décembre 2018. Le titre de sa présentation pour le concours MTD7 est « L'Europe au cœur d'une guerre méconnue ». Madame, bienvenue. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je commencerai par ces mots du président François Mitterrand prononcés en 1988. Il est temps en effet de prendre la mesure de l'enjeu. Considérons l'économie mondiale. On n'y voit qu'un champ de bataille où les entreprises se livrent une guerre sans merci. On n'y fait pas de prisonniers. Qui tombe, meurt. De bons alliés, on n'en trouve pas beaucoup. N'oublions pas que la guerre est totale et qu'elle est générale. Plus de 30 ans nous séparent de ces mots. Et pourtant, ils résonnent toujours à nos oreilles, terriblement d'actualité. Qu'en est-il exactement ? Contre qui sommes-nous en guerre ? C'est une guerre d'un genre un peu particulier dont il s'agit. Une guerre à la fois contre un grand allié, les États-Unis, et contre nous-mêmes, membres de l'Union européenne, prisonniers dans des débats sans fin, enfermés dans nos incertitudes, dans nos doutes et dans nos petits calculs politiques. Quels sont les enjeux d'une telle guerre ? La construction et l'architecture du droit pénal européen à l'aune de la loi américaine anticorruption, le Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA. Le droit pénal est une matière ô combien sensible. L'harmoniser au niveau européen est un défi. En faire une armure est presque kafkaïen. Pourtant, il est absolument nécessaire et fondamental de construire ce droit pour pouvoir se défendre au niveau international. Quels sont les défis ? Donc, la construction d'un droit européen et d'un droit de la compliance, d'un droit anticorruption et de la compliance. La compliance est une terminologie anglo-saxonne. Nous parlons de conformité en français. La compliance, c'est cet ensemble de lois et de principes qui fixent un objectif d'intérêt général à l'entreprise, sans toutefois lui imposer les moyens pour parvenir à cet objectif. Donc, les entreprises doivent mettre en œuvre plusieurs directives, plusieurs principes pour atteindre leur but. Donc, l'objectif est de protéger l'Union européenne de ce droit extraterritorial américain. Alors, au départ, se trouve un objectif noble, la lutte contre la corruption. La corruption, c'est ce détournement à des fins privées d'un pouvoir qui a été confié, qui a été reçu en délégation. La corruption impacte la vie de millions de personnes dans le monde. Nous sommes très loin de cette image erronée de crimes sans victimes. Longtemps tolérée, voire même encouragée parfois dans certains pays, parce qu'elle permettait de mettre de l'huile dans les rouages du commerce, il faut dire que la corruption, la lutte contre la corruption n'a pas fait vraiment l'objet d'un grand engouement de la part des économies internationales. Un seul pays s'est démarqué, les États-Unis, avec leur loi FCPA, votée en 1977, en pleine guerre froide. Le Congrès réprimait les actes de corruption,
et sanctionnait les entreprises américaines, tout d'abord, qui s'étaient rendues coupables d'actes de corruption, donc de pots de vin versés à des agents fonctionnaires, agents publics étrangers. Progressivement, comme les États-Unis étaient seuls dans cette bataille, ils ont été pionniers et ils ont été le chef de file de cette lutte. Au niveau international, la Convention de l'OCDE, la Convention des Nations Unies en 2003, l'OCDE en 1997, sont très fortement inspirées du droit américain. Mais depuis quelques années, plusieurs pays se sont saisis de cette problématique et ont commencé à repenser en profondeur leur cadre juridique. Toutefois, ce temps a été mis à profit par les États-Unis pour imposer un droit extraterritorial et mener une guerre économique à l'encontre d'entreprises, et notamment donc, d'entreprises européennes, suite à des amendements du FCPA sur la nationalité. La mondialisation a permis aux États-Unis d'imposer ce caractère extraterritorial, de développer une économie complètement déterritorialisée et de s'affranchir de toutes les conventions et des règles du droit international. Donc c'est ainsi que les notions de frontières, de souveraineté, s'en sont trouvées complètement reléguées au rang d'oripeaux de l'histoire, concept complètement dépassé dans un cadre désormais globalisé. Alors, les critiques ont été particulièrement fortes à l'encontre du FCPA, notamment par rapport à ses critères de rattachement. Il suffit d'un seul dollar dans la transaction litigieuse, d'un seul email envoyé via un serveur aux États-Unis pour que la loi américaine s'applique. Donc des sanctions records, des entreprises très souvent européennes ont été ciblées. La liste est très longue, mais vous avez peut-être tous en tête les noms d'Alstom, Airbus, Alcatel. Il nous faudrait plus que 7 minutes pour dresser cette liste. Et cet ensemble à la fois de sanctions et de montants records et de caractères ciblés ont fait naître des soupçons d'instrumentalisation et de l'utilisation d'un droit à des fins de guerre économique. Quelque temps après, les révélations d'espionnage et d'écoute à grande échelle, orchestrées par les services de sécurité, les services secrets américains, ont quand même fini par provoquer une première réaction au niveau des États européens. C'est dans ce contexte-là que se construit le droit pénal et le droit anticorruption européen. Et c'est dans ce contexte que s'impose la compliance. La compliance est très éloignée de la culture européenne. Elle a été imposée de l'extérieur des États-Unis, notamment dans le sillage de la crise financière de 2008. Cette intégration des normes américaines sous la contrainte, un cadre juridique qui était inadapté dans plusieurs pays européens, enfin une vision et une absence de stratégie au niveau européen n'ont pas permis de provoquer ce sursaut qui était vraiment attendu auparavant. Désormais, l'Union européenne est force de proposition et doit s'approprier complètement ce droit de la compliance. Alors certes, la France avec la loi Sapin II et le Royaume-Uni avec le UK Bribery Act ont enregistré des premiers succès, mais il faut aller bien au-delà. Il faut construire un véritable droit européen en accord avec les valeurs de l'Union européenne. Je terminerai par ces mots. Il faut que la Cendrillon de la stratégie, pour reprendre les mots de M. Soutou, se réveille et inscrire la géopolitique à notre agenda. Merci, Madame. 4 très belles candidatures. Le jury vient de recevoir son bulletin. Il lui revient pour chacun des membres de répartir 5 points sur 4 candidats. Ces points peuvent être regroupés ou pas. Et comme le plus mathématicien des membres du jury, sauf erreur de ma part, est M. Coffre, je lui donne la responsabilité de faire le total sur cette feuille.
Après avoir chaleureusement félicité les 4 candidats qui se sont présentés devant vous, ce qui est très audacieux et très difficile, vous l'avez bien compris, c'est beaucoup de travail, et les avoir remerciés et leur dire à chacun que leur prestation a été de très haut niveau, et je pense très appréciée. D'ailleurs, vous invitez à les applaudir tous les 4. Pour avoir eu l'audace, parce qu'il en faut, de venir parfois depuis loin, puisque l'une des candidates vient de Hongrie spécialement pour ce concours. L'autre a une partie de sa famille qui est venue de Géorgie pour assister à ce concours. Bref, tout cela est très relevé. Nous allons avoir l'honneur et le plaisir de terminer avec Ivan Sand, candidat. Ivan Sand est officier de l'armée de l'air et de l'espace depuis 2014. Il occupe actuellement le poste de chef de la division puissance aérospatiale au Centre d'études stratégiques aérospatiales situé à l'école militaire. Il est titulaire d'un doctorat en géographie depuis 2020. Ses recherches portent sur la projection aérienne des armées françaises. Sa thèse a récemment reçu le prix Clément Ader, décerné par l'armée de l'air et de l'espace, qui récompense chaque année la meilleure thèse consacrée aux questions aériennes et spatiales. Monsieur Ivan Sand, vous avez la parole. Merci beaucoup. En 2018, la France a mené un raid aérien contre les installations chimiques du régime de Bachar el-Assad en Syrie. À cette occasion, j'ai pu constater que dans mon entourage, les réactions se répartissaient schématiquement en 2 groupes. Il y avait d'un côté les plus enthousiastes qui se demandaient pourquoi est-ce que la France ne mène pas plus d'opérations de ce type, et puis les plus sceptiques qui s'interrogeaient sur les effets réels d'une telle opération au sein d'un conflit très complexe qui dure depuis 2011. Eh bien, à ce propos, je vais vous faire une confidence dont les universitaires ont le secret. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais, plus sérieusement, j'ai récemment soutenu une thèse consacrée à la projection aérienne des armées françaises, c'est-à-dire la faculté à agir vite et loin grâce à la puissance aérienne, une notion qui rassemble toute utilisation du milieu aérien à des fins militaires. Et je vais donc tenter de vous donner quelques clés de compréhension de ce concept. Alors tout d'abord, comment est-ce que la France utilise-t-elle son aviation ? La projection aérienne, c'est une notion qui a été largement théorisée, mais je vous propose aujourd'hui de nous concentrer sur la pratique, c'est-à-dire les opérations aériennes. Donc, depuis 1945, j'ai recensé 103 opérations de ce type pour la France. Alors, il peut s'agir de bombardements très ponctuels sur une échelle de quelques heures, comme de largage de parachutistes sur une zone stratégique, mais aussi de véritables campagnes aériennes qui s'échelonnent sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et cette petite centaine d'opérations, elle dessine en quelque sorte les zones d'intérêt stratégique de la France depuis 1945, mais aussi les spécificités de l'arme aérienne. Donc ces 103 opérations se répartissent sur 44 pays qui comptent chacun entre 1 et 10 opérations. Ce qui ressort, c'est l'Afrique francophone et dans une moindre mesure, le Proche et le Moyen-Orient. Le pays qui compte le plus d'opérations de projection aérienne est le Tchad, qui est d'une part un pays clé pour le système d'alliance français, mais aussi un pays très étendu et enclavé, ce qui correspond bien aux attributs de l'arme aérienne. Et puis, si on regarde plus finement ces opérations, on voit
que la projection aérienne n'a pas le même rôle entre, d'une part, je dirais, les espaces d'influence de la France, c'est-à-dire plutôt l'Europe, les territoires autour du bassin méditerranéen et l'Afrique francophone dont je parlais, et d'autre part, à l'échelle globale, c'est-à-dire dans le reste du monde. Donc, si on s'intéresse au premier espace que j'ai décrit, donc comme les zones d'influence de la France, on constate que souvent l'aviation a été un petit peu le marqueur de la supériorité militaire de la France. Et si la projection aérienne a pu jouer ce rôle, c'est parce qu'elle y a bénéficié de réseaux, d'infrastructures physiques solides, mais aussi d'alliances. Ce réseau, il prend différentes formes sur la période étudiée. C'est le cadre de l'Union française dans les années 50, puis les accords de défense qui jouent surtout à partir des années 70 en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et plus récemment, en fait, l'OTAN pour les interventions dans les Balkans ou en Libye. Et finalement, dans tous ces exemples, la proximité de bases françaises ou de bases alliées, les autorisations de survol raccourcissent les délais de déploiement et accroissent la possibilité d'accueil des flottes aériennes et des troupes françaises. Mais parallèlement, la France a aussi construit un outil de projection à l'échelle mondiale, même si les déploiements à plus longue distance ne peuvent pas avoir la même envergure ni la même rapidité. Donc, ma troisième sous-question est un petit peu celle de l'existence d'une forme de portée maximale de la projection aérienne française. De ce point de vue, il est assez intéressant de noter que c'est l'acquisition de la dissuasion nucléaire dans les années 60 qui a véritablement bouleversé la géographie aérienne militaire de la France, puisqu'il s'agissait de construire une capacité de frappe à l'échelle de la planète. Dans le domaine conventionnel, c'est un peu plus de 10 ans plus tard que ces changements se font ressentir, puisque pour la première fois, on utilise dans une opération extérieure qui a lieu en Mauritanie le ravitaillement en vol qui change totalement cette géographie. Et notre modèle de projection aérienne repose encore très largement sur ces acquis. Autre rupture à l'échelle mondiale, une rupture temporelle, c'est la guerre du Golfe en 1991 qui ouvre une nouvelle ère des OPEX françaises où l'armée de l'air va devoir se projeter dans des zones où les armées françaises étaient jusqu'alors absentes. Le déploiement en Afghanistan au début de l'année 2002, où la recherche de bases dans la région et de points d'appui pose des problèmes à la France au départ, est un peu le symbole de ces difficultés de déploiement dans des zones plus lointaines, mais aussi au sein d'opérations où la France constitue une petite proportion d'une large coalition qui est emmenée par les États-Unis. Donc finalement, si la France a construit aussi un outil de projection à l'échelle globale, ça s'est fait de manière plutôt empirique, en fonction d'une mission très spécifique ou d'un conflit particulier. Pour conclure, ce que l'analyse géographique de cette problématique fait ressortir, ce sont les interactions réciproques qui existent entre la projection aérienne d'une part et la géopolitique de la France d'autre part. Si la France entend jouer un rôle clé dans la résolution des crises de demain, cela passe nécessairement par un outil de projection aérienne de premier ordre sur les plans qualitatifs comme quantitatifs. Mais réciproquement, cette projection aérienne elle-même dépend de la diplomatie française, de notre réseau de bases à l'étranger et nos autorisations de survol. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Ivan Sand, pour cette présentation pour l'honneur qui fut tout à fait précise et passionnante. Je voudrais que tous les membres du jury viennent à mes côtés, s'ils veulent bien m'en faire l'amitié. Les remercier infiniment d'être venus un samedi matin pour, de façon très précise, écouter avec beaucoup d'intérêt, comme vous, les candidats.
Ici, monsieur le professeur Hervé Théry, Richard Coffre, monsieur le secrétaire général du CEVIPOF, Florent Parmentier, Marie-Caroline Régnier en Master 1 à Sciences Po Paris et Anna Monti en Master à l'ILERI. Au terme de cette matinée riche en émotions, tout le monde a compris que les candidats ont fort bien travaillé et on les félicite, mais il faut un ou une gagnante. Et le gagnant est monsieur Sami Ramdani. Félicitations, monsieur Ramdani. Je vous remets un chèque de 1 000 € du DiploWeb. Félicitations à tous. À très bientôt sur le DiploWeb. Merci à monsieur Jérémy Roch pour ses images. Merci à Pierre Etrou pour ses photos. Merci à l'ensemble du staff du DiploWeb qui a œuvré ces dernières heures et ces derniers jours pour monter cet événement. Et merci à la Fabrique Défense d'avoir eu les nerfs et le cran de monter en pleine pandémie un événement comme la Fabrique Défense. Croyez-moi, c'est pas simple. À bientôt sur le site DiploWeb. Merci.